Donc bonjour Michel Bouvet, est-ce que vous pourriez vous présenter pour ceux qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas encore? Alors, je suis affichiste, essentiellement dans le domaine culturel, graphiste aussi, puisque j'ai aussi un atelier de graphisme qui conçoit des identités visuelles, des collections, des éditions, de la signalétique et puis aussi évidemment des expositions. Donc en fait j'ai un peu, si j'ose dire, trois casquettes. Une casquette d'affichiste graphiste, une casquette d'enseignant, puisque j'enseigne à l'ESSAC-Penningen à Paris et puis à l'Université d'Aix-Marseille dans le sud de la France. Et puis également, évidemment, commissaire d'exposition. Alors, commissaire d'exposition depuis 2000 au mois du graphisme des Chirolles, près de Grenoble. Et puis depuis, pour la troisième édition, en fait, commissaire général de la fête du graphisme avec notamment Blanche Almeras. Alors c'est vrai que quand on fait quelques recherches sur vous, au-delà de votre travail visuel, le mot d'affichiste vient systématiquement, et c'est la première chose que je dis. Est-ce que pour ceux qui ont une vision un peu lointaine de ce métier, vous pourriez en préciser les particularités par rapport au travail plus général du graphiste? Alors, c'est drôle parce que c'est la question qui m'a été posée hier justement à France Culture. Affichiste, en fait, comme le nom l'indique, c'est concevoir des affiches. Concevoir des affiches, en fait, c'est évidemment avoir des clients, des commanditaires, peu importe comment on les appelle, mais qui vous disent voilà, il y a un sujet à traiter, et ce sujet, vous allez le traiter dans une affiche qui va être ensuite, évidemment, présenté au public, dans la rue, dans le métro, etc. etc. Et donc, mon rôle à moi, en fait, c'est de faire la synthèse en fait, de la commande qui m'est faite, de la développer, de la rationaliser et d'essayer de traduire le mieux possible le message qu'on me demande de donner en fait, au public. Et du coup, à la fois transmettre un message, c'est-à-dire élaborer un concept, donc voilà, on pourra développer, hein, mais élaborer un concept, le mettre en forme et s'assurer que l'ensemble est susceptible en fait d'attirer le regard évidemment du passant, on va dire, et ensuite de évidemment éveiller sa curiosité, éveiller son regard, etc. Contribuer à l'éducation aussi, à l'éducation artistique des enfants d'ailleurs comme des adultes. Vous travaillez justement souvent dans le domaine du culturel et même de l'institutionnel. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est un parcours Là, qui arrive avec... c'est les circonstances, c'est-à-dire j'ai commencé très jeune à travailler pour une maison de la culture, comme graphiste, on va dire, à demeure, exclusif, hein, la maison de la culture de Créteil. Et après ça, mon travail a engendré des commandes d'institutions culturelles ou d'institutions publiques en général plutôt, mais aussi d'institutions privées, hein. Et ce qui m'a évidemment, ce qui m'a amené à travailler beaucoup pour le théâtre notamment, mais pas seulement, pour des festivals, pour voilà, la fête de la musique, dont j'ai fait l'affiche 3 fois, le logo, etc. notamment. Et puis voilà, les choses se sont en fait un peu déroulées de cette manière, ce qui fait que oui, par les circonstances et sans doute aussi par mon parcours intellectuel et artistique, j'ai été oui, plutôt amené à travailler avec les institutions culturelles, essentiellement d'ailleurs le théâtre, et ça c'est sans doute lié à, on va dire, mes goûts littéraires. Je le rappelais hier, je disais en fait, moi la chance que j'ai eue sans doute, c'est que en étant à la fois, en ayant à la fois eu une formation à l'école des Beaux-Arts à Paris, j'avais aussi en même temps des goûts littéraires très forts. J'étais un grand lecteur, ce qui m'a permis en fait de tisser des relations particulières avec les metteurs en scène notamment. Et notamment des gens qui avaient le double, des fois le triple de mon âge. Et de ne pas me retrouver dans une situation, on va dire, d'infériorité, parce que le monde du théâtre est très exigeant. Évidemment, il n'est pas simple, c'est un monde particulier parce qu'on est à la fois au service d'une œuvre, on est à la fois au service d'un auteur,
Et puis on est au service d'un metteur en scène, de comédiens, d'une équipe, etc. Donc c'est un déroulé assez complexe avec lequel il faut peut-être savoir, faut savoir s'accorder avec les gens. Et du coup, dans ce parcours, comment est-ce que vous êtes arrivé à endosser la casquette, la troisième casquette dont vous parlez, de commissaire d'exposition, qui est finalement un métier en soi Oui, en fait, ça s'est fait par... c'est toujours pareil, c'est des concours de circonstances. La première exposition, d'abord, alors c'est beaucoup plus complexe, parce qu'en fait, j'ai été, au début des années 90, j'étais dans l'équipe de direction du syndicat national des graphistes, et on a monté beaucoup d'expositions, notamment en France, à l'étranger. On en a fait une qui a beaucoup marqué, qui s'appelait Vive les graphistes, au centre Pompidou, donc au centre de création industrielle. Cette exposition ensuite a voyagé aux États-Unis, en Pologne, en Russie, etc. Donc j'avais déjà le goût de montrer, moi je montrais mon travail, mais là je n'étais pas commissaire d'exposition parce que j'étais exposant, donc de montrer le travail des autres. Et puis, je crois que c'est en 96, il y avait une scène nationale à Bar-le-Duc qui m'a demandé, c'était tout à fait inédit, en fait, d'être commissaire d'une exposition sur le livre d'artiste. Et donc, j'ai proposé au Festival d'affiches de Chaumont, au mois du graphisme des Chirolles, d'être partenaire. Et en fait, on a constitué une collection vraiment extraordinaire. Parce que j'avais heureusement beaucoup de rapports avec des artistes, avec des galeries, etc. Et on a montré à peu près 300-400 œuvres uniques. Et à la suite de ça, j'ai eu une idée, 1 ou 2 ans plus tard, de proposer au mois du graphisme des Chirolles, donc de faire une exposition qui s'appelait Graphistes autour du monde, pour fêter le 2e millénaire en 2000. C'est une exposition qui a eu vraiment un énorme succès. Le livre a été vendu très très vite, etc. etc. Et à la suite de ça, en fait, le mois du graphisme des Chirolles m'a proposé tous les 2 ans de prendre en charge une, voire plusieurs expositions, à tel point que, en fait, en 2000, j'étais le commissaire de toutes les expositions. En 2002, presque tout aussi. Et en 2010, par exemple, pour les 20 ans du festival, on m'a demandé de prendre en charge la totalité, en fait, et tout. Et donc après, si vous voulez, quand on a fait des démarches auprès du ministère de la Culture, de Paris, etc., je pense que ce qui a dû être pris en compte par les gens en face de moi, c'était le fait que, historiquement, il y avait déjà des expositions qui avaient eu un certain écho auparavant, notamment à Chirolles. Donc j'ai fait mes classes avec le mois du graphisme des Chirolles, avec lequel on est toujours évidemment en bonne relation. Et donc la fête du graphisme était un peu le prolongement de tout ça. Justement, je voulais arriver, c'est la 3e édition dont vous vous occupez de la fête du graphisme. Quelle est l'idée derrière cette fête du graphisme? Quelle serait sa spécificité, s'il y en avait une particulièrement? Parce que le thème est très général et finalement, c'est très lié à la ville, on a l'impression. Déjà, il y a plusieurs, je pense qu'il y a plusieurs états des lieux. C'est-à-dire le premier état des lieux, c'est que à la suite de la fermeture de la galerie Anatome à Paris, il n'y avait plus de lieu permanent pour le graphisme, donc une sorte de vide d'un certain point de vue. Et puis d'autre part, le fait que Paris, on va dire, est un lieu, on va dire, quasiment incontournable pour montrer une discipline, quelle qu'elle soit, et le graphisme étant quasiment absent en fait à Paris, ce qui était intéressant, c'était de créer un événement qui puisse à la fois vivre dans la rue, comme c'est le cas avec les affiches, la commande publique sur les Champs-Élysées, mais aussi dans le cadre d'expositions, de projections, de rencontres, de conférences, etc. Donc il y avait une forme de logique en fait à essayer en tout cas de créer un événement qui puisse mobiliser notamment les gens de la profession, mais bien au-delà, essayer de convaincre aussi le grand public que le graphisme est une discipline ou un art pratiqué à peu près dans toutes les circonstances, puisqu'en fait on est nous-mêmes, on est, si vous voulez, les interlocuteurs finalement de tous les décideurs, qu'ils soient politiques, scientifiques, culturels, etc. Donc je pense que c'était cette idée. Après,
voilà, la tâche est lourde, hein, parce que on voit bien que le graphisme n'est pas considéré en France, notamment comme il peut l'être dans certains pays voisins, ou, qui ont une véritable culture. Nous, notre culture, elle est, on va dire, plutôt souterraine, quoi. Et donc, le graphisme aujourd'hui est un peu dans la situation était la photographie, peut-être au début des années 80, quoi. Un art en devenir, mais pas encore complètement établi. Alors, est-ce qu'il faut l'établir? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de le montrer et de faire en sorte que des gens qui ne sont pas accoutumés en fait à regarder le graphisme sous toutes ses formes puissent comprendre son implication dans la société. C'était montrer que en fait, le graphisme est d'une certaine manière aussi l'interprète de la société. Et l'exposition à laquelle vous avez contribué, graphisme, rock et cinéma, c'est ça. C'est dire le graphisme a accompagné en fait le développement du cinéma et du rock des années 50 à maintenant. Et donc les signes visuels qui ont accompagné d'autres disciplines, comme c'est souvent le cas, en fait, sont à la fois révélateurs d'une époque et puis sans doute incitent à un certain nombre de prises de position dans la société. Justement, nous on s'est rencontrés avec la Médiathèque musicale de Paris dans le cadre de ce segment de la fête du graphisme qui était autour du cinéma et du rock. Quels ont été un peu les critères et les directions que vous aviez en tête pour cette exposition et ce que vous avez voulu montrer avec Blanche Almeras, on a réfléchi sur... en fait, on est vraiment, comme on le fait souvent d'ailleurs, on devient des habitués un peu de la sorte, c'est partir d'une page blanche et se dire, bon, c'est un sujet qui n'a pas été traité, c'est-à-dire le rock et le cinéma ont été traités, les graphismes rock et cinéma, à notre connaissance, ça n'a pas été traité, ni dans une exposition, dans un livre. Et en fait, c'était se dire, et dès le départ, ce qui nous a intéressés, c'était de réfléchir à la typologie des films. Et donc, ce que l'on raconte, notamment quand on fait visiter cette exposition à des groupes ou des étudiants, c'est qu'en fait, il y a plusieurs types de films. Alors, le premier type de film, évidemment, c'est un cinéaste filme un concert, filme un festival, Woodstock, Monterey Pop, etc. Deuxième type de film, ce qu'on appelle le biopic, donc évidemment, voilà, la carrière d'un chanteur, d'une chanteuse, d'un musicien, d'un groupe, hein, Janis Joplin, les Doors, Hendrix, etc. Troisième type de film, on va dire un peu comme Easy Rider, c'est-à-dire le film rock avec bande-son rock, c'est-à-dire vraiment voilà, le film rock complet, quoi, voilà. Quatrième type de film que j'avais oublié, c'est ce qui m'a rappelé, c'est effectivement les rockers, enfin les musiciens ou les chanteurs deviennent comédiens. Hein, c'est le cas de David Bowie, c'est le cas notamment de Mick Jagger. Et puis dernier type de film, plus complexe, là la frontière était plus difficile à déterminer, c'était en fait c'est des cinéastes qui s'affirment comme des cinéastes rock. Martin Scorsese, Jim Jarmusch, Wim Wenders, Quentin Tarantino et d'autres qui vraiment voilà, s'affirment comme disent on filme rock, on a toujours la perception du rock dans notre manière de voir le monde, de filmer, etc. Du coup, vous êtes parti de cette typologie pour choisir pour en dégager des tendances graphiques, par exemple ou... Pas du tout, non, en fait, on a fait une liste des films. Je te laisse parler. Non, vas-y, au contraire. Non, bien sûr. Parce que là, comme j'ai pas assez parlé ce matin, je sais pas. En fait, on a fait vraiment toute une liste des films de 1952 à aujourd'hui. Donc, en fait, la typologie, on est ressorti à la fin. D'accord. Mais c'était, voilà, dans l'histoire du cinéma, écrit, on notait tous les films. Et je suis arrivée à la médiathèque avec cette liste de films comme à la cinémathèque qu'on a montré aux équipes. Et après, l'idée, c'était de piocher dans les archives, de voir ce qui pouvait justement coller à la liste. Et après, on a fait une sélection visuelle. D'accord. Et est-ce que finalement, vous vous rendez compte qu'il y avait des tendances graphiques liées à des styles est-ce qu'un film de rock utilise des codes qui vous ont surpris ou que vous attendiez, le film pop un peu 70s, Flower Power
En fait, justement, le travail que l'on a fait, et je crois qu'il est apprécié par le public, c'est que, bon, d'abord, on a eu cette sélection notamment d'affiches, de pochettes de vinyle, etc., en fonction des films qui nous paraissaient importants. Donc, bon, là, forcément, c'est le rôle du commissaire, et des commissaires en l'occurrence, de dire, bon, bah, voilà, tel film doit rentrer dans cette espèce de collection parce qu'il est indispensable à tel ou tel égard. Ensuite, ce que l'on a fait, c'est que, et je crois que je pense que c'est vraiment ce qui intéresse le plus les gens, enfin, c'est pas ce qui les intéresse le plus, mais en tout cas, ce que les gens apprécient, c'est que, en fait, on a fait ce qu'on appelle des cartels développés pour la totalité des affiches. C'est-à-dire, il y a évidemment la légende de l'affiche, c'est-à-dire l'auteur, le format, l'année, etc. Un résumé que Blanche a fait sur chaque film, de manière à ce que les gens puissent vraiment rentrer dans l'histoire du film. Il y a beaucoup de gens qui ignorent complètement l'histoire de Blow Up, l'histoire de Zabriskie Point, l'histoire de Yellow Submarine, etc. Et c'est indispensable que les gens sachent de quoi. Enfin, on peut regarder des images, bien sûr, mais ça, on peut aussi regarder des images sans rien comprendre. Donc, on les comprend à partir du moment où on voit le contenant qui renvoie à un contenu. Et la troisième chose plus exactement qu'on a faite, moi j'ai écrit des textes qui essayaient d'analyser d'un point de vue graphique, visuel, on va dire, ou typographique, le rôle de ces affiches, en fait, dans, on va dire, l'histoire du graphisme, du rock et du cinéma. Et c'est vrai que c'est un exercice à lequel je ne m'étais jamais plié, et qui est très intéressant parce qu'au fond, ce que révèlent au fond ces affiches et leur impact visuel, c'est d'abord leur imbrication extrêmement étroite avec la société dans laquelle et les moments et les circonstances dans lesquelles ces affiches sont réalisées, et d'autre part évidemment la manière dont les graphistes se sont emparés du cinéma et du rock. Donc de ce point de vue-là, c'était très intéressant parce qu'il y a de manière indubitable des archétypes qui sont très forts, archétypes visuels, des modes de production visuels qui sont particuliers, et puis sur le plan typographique aussi c'est passionnant parce que c'est vrai que ça suit vraiment à la fois des évolutions graphiques mais aussi des évolutions sociologiques, et c'est ça qui est intéressant, c'est en fait dans ce type d'exposition ce qu'on a tenté de faire, c'est de montrer en fait une continuité. Aujourd'hui, le problème qu'on a dans un monde complexe, à la fois sur le plan numérique et tout, c'est que les gens ne voient pas en fait souvent la chronologie. Et nous, en fait, on a souhaité retrouver cette chronologie pour que les gens comprennent que en fait, chaque chose se fait à la suite d'une autre. Et que l'histoire de l'art, l'histoire du graphisme, etc., l'histoire du cinéma, c'est une continuité. C'est pas des gens qui arrivent et puis qui tout d'un coup vont découvrir. Non. Et dans le graphisme, c'est manifeste. On est lié à des phénomènes de société, des phénomènes artistiques. Il y a des implications entre le graphisme et l'art, entre le graphisme évidemment et puis la société. Et pour finir, donc nous on accueille cette exposition qui est la jonction entre jazz et graphisme. On a un petit peu comme ça. Donc ça, c'est un travail conjoint avec l'équipe de la médiathèque et vous qui êtes venus régulièrement pour nous aider à sélectionner. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots aussi de, je sais pas, des critères, ce que vous avez écarté, ce qui a été retenu, comment a été imaginée cette exposition un peu parallèle D'abord, nous, on n'était pas commissaire de l'exposition. On est juste venu un moment, effectivement, regarder avec les personnes qui avaient fait la sélection des disques. Moi, je crois qu'il y a des, encore une fois, dans le jazz, il y a des typologies aussi, qui sont liées à des époques, qui sont liées à des modes, etc. Et c'est ça qui nous a intéressés. Et puis on voit bien qu'il y a des labels qui sont visiblement en tout cas intéressés par la forme graphique plus que d'autres, et qui du coup, effectivement, sont beaucoup plus marquants. Mais
Le jazz aussi obéit à des règles qui sont, de ce point de vue, alors moi je ne vais pas faire un exégèse sur la question, mais le jazz obéit à des règles et des codes qui sont complètement différents de ceux du rock. Et ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on comprend que le jazz s'adresse à des publics qui sont un autre public sans doute que celui du rock, et du coup révèle aussi d'une certaine manière, le contenant révèle toujours plus ou moins le contenu. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que le fond et la forme, en fait, quand vous avez un vinyle notamment, de jazz, la musique en fait transparaît souvent dans la manière dont elle est retranscrite sur le plan graphique. Et on peut prendre l'exemple de Blue Note ou ECM, qui sont évidemment des labels de référence, et voir que la manière en fait dont ils vont incarner d'un point de vue visuel la musique est particulier, que c'est vraiment des directions qui ont été prises, etc. Et par contre, il y a d'autres, on va dire, sans doute d'autres labels, peut-être moins remarqués, moins connus, qui eux ont des préoccupations d'un autre type, qui sont plutôt des préoccupations, on va dire, de un vinyle est un vinyle parmi d'autres. Tandis qu'il y a des labels pour qui l'idée de la collection, l'idée d'une sorte de continuité en fait dans les styles graphiques est prédominant. Et ça c'est intéressant parce qu'évidemment ça n'existe pas tellement dans le rock non plus. Parce que le rock, enfin quelques exceptions finalement, prend chaque opus, on va dire, chaque album, comme une œuvre en soi. Alors que dans le jazz, on a vraiment la continuité, notamment on le voit avec Blue Note. Bien, merci beaucoup. La fête du graphisme se termine le 6 février, c'est ça? Le 7. Le 7 février, et l'exposition sur Jazz et Graphisme Médiathèque court jusqu'à la fin mars à peu près. Donc à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.